Merci beaucoup, Eric. Bonsoir et merci d'être là. Être vivant, c'était dans l'imaginaire chrétien ce jardin foisonnant d'animaux et de végétaux unis dans une espèce de concorde et d'harmonie, comme le montre Cranach dans cet Éden, Éden dont sont chassés Adam et Ève, précisément parce que vivants, ils ont voulu l'être trop. Et ce que permet la peinture, c'est d'exprimer tout à la fois la beauté du vivant, un couple de fauves, par exemple, mais également tout son tragique, le fil de l'épée s'abattant sur le binôme maudit par Dieu. Être vivant, c'est être un organisme complexe qui absorbe une part du vivant environnant pour se pérenniser dans son être, par exemple en mangeant, en avalant, en se nourrissant par la tête, par la bouche, par la langue, par la gorge. Et c'est aussi être promis à l'absorption soi-même, surtout quand on est une bête au destin programmé, celui d'une métamorphose pathétique en viande, en protéines, en viande venant satisfaire les bons vivants, comme s'il y en avait des mauvais. Les bons vivants, c'est-à-dire ceux qui se réunissent autour de la table pour y déguster une tête de veau, par exemple, et décidément, face à ce fabuleux tableau de Caillebotte, on se dit que rien n'est plus faux que cette expression de nature morte, à laquelle on préférera ce soir, j'espère, le vocable anglais de still life. Cela tombe bien, le tableau de Caillebotte est conservé à Chicago. Être vivant, c'est aussi, nous montre les jeux vidéo ou le cinéma contemporain, être un survivant. Et ce que vous avez devant les yeux, là, est un écho au travail de Caillebotte, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu et peut-être de voir avant cela ces deux images très fortes tirées d'un jeu vidéo et d'un film hollywoodien. Être un survivant, c'est voir autour de soi comme la nature reprend vite son ampleur, son règne. On dit même que parfois la nature reprend ses droits, dès lors que sa domestication n'est plus possible, que son exploitation se retourne contre ceux qui l'ont menée. Et par un drôle de phénomène, il y a des gamers, les gamers ce sont les joueurs de jeux vidéo, il y a des gamers qui aujourd'hui se plaisent à jouer à des jeux dans des univers ravagés. C'est le cas dans The Last of Us, dont vous avez une image ici. Des univers ravagés précisément pour en apprécier les paysages à la fois exsangues et verdoyants. Et ces gamers accomplissent ainsi, via leur écran, un drôle de tourisme d'anticipation numérique dans un univers sans l'homme. Gloria Friedman vient précisément de Kronach, en Allemagne. C'est la ville de naissance de Cranach. Elle a traité du vivant bien avant que la notion ne fût aussi investie artistiquement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je dirais qu'elle a tiré du vivant des icônes qui sont à la fois des icônes critiques, caustiques et des icônes mélancoliques. Je me souviens d'avoir vu en 2013 à la Fondation MAG Le Passager. Et d'ailleurs, ce que vous avez sous les yeux, j'ai titré Le Passager. Gloria m'a rappelé que c'était tout à fait faux et qu'il s'agit d'une œuvre qui s'intitule en réalité Le Locataire. La version de cette œuvre qui s'appelle Le Passager est une sphère avec cet homme par-dessus et en plus une tortue au sol, et donc la sphère est posée sur la coque de cette tortue. En tout cas, je me souviens d'avoir vu Le Passager en 2013 à la Fondation MAG, et donc cette figure d'homme penché trônant sur une immense sphère. Je me souviens de tous les squelettes du musée Bourdelle en 2008, et plus fort encore peut-être de cette métamorphose où elle devient la mort. Le corps se fait branche, comme dans le mythe de Daphné, qui est étreinte par Apollon,
Et les branches sont des enchevêtrements ossifiés de squelettes, tandis que des oiseaux, vous le voyez, marchent au sol. Mais il faut aussi retenir la façon dont Gloria Friedman, bonne vivante s'il en est, intensifie le vivant, donne vie au vivant. Par exemple, au cœur de la Bourgogne, pour les nouveaux commanditaires, où elle a conçu ce carré rouge qui se découpe dans le paysage à la façon d'un monochrome de l'avant-garde russe, carré qui est en fait un cube, et un cube qui abrite ceux qu'il souhaite, et en particulier des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs, vacants dans la campagne. Gloria Friedman, merci d'être là. Vous êtes une grande voix, une grande vision de notre temps. Deux questions simples. Est-ce que vous vous sentez vivante? Et en quoi est-ce que vous aimeriez être métamorphosée ce soir? Bon, ben, je me sens bien vivante, je vous vois, je peux vous parler, je sens mon cœur bat, je mets mon doigt ici, je suis vivante. Voilà. Alors, j'ai encore un chemin à faire, quoi, on sait jamais. La métamorphose, bon, bien sûr, la plus jolie, c'est le chrysalide qui se transforme dans un papillon. C'est une sorte de très jolie image. Mais moi, personnellement, bah, je choisirais quelque chose. Voilà, j'aimerais bien être un chêne en Bourgogne où j'habite et je vis, en terre calcaire, un chêne isolé. Parce que quand on plante un chêne, c'est aussi un signe d'espoir pour les générations futures. Mais j'aimerais bien, parce qu'un chêne, ça peut durer très longtemps, 3000, 4000, 5000, 6000 ans, et très calme sur un endroit où je ne bougerai pas, très important, je ne bougerai plus. Et là, je pourrais peut-être sentir ce qui va se passer plus tard, plus tard, plus tard, ce qui va arriver à cette humanité, à cette nature. Gloria, si vous le permettez, pendant que nous parlons, nous allons regarder le film d'une œuvre de vous de 1995 Oui. qui va passer sur l'écran. Et j'aimerais que vous nous le commentiez. Un film extrêmement fort parce que cette performance, eh bien, elle consistait en l'avènement, j'ai dit 95, c'est 94. Je vous préviens, il y aura quelques approximations comme ça pendant la soirée et genre, je m'en excuse par avance. C'est quelque chose d'extrêmement fort puisqu'on y voit un taureau et un boucher. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette performance? Alors, j'appelle cette série, pour moi, c'est un tableau vivant, une performance, ça m'impliquerait moi. Euh, J'invite un animal qu'on peut aimer ou qu'on peut manger, un taureau. Ça s'est passé dans les sous-sols du musée d'art moderne de la ville de Paris. En face du taureau, il y avait sa nature morte, son still life. Je veux dire, finalement, c'est peut-être le destin qui va lui arriver un jour, c'est la carcasse d'un bœuf. J'ai invité un boucher qui, artisanalement, très bien, vous allez voir, a découpé cette carcasse en présence du taureau. Alors, il ne se passe rien d'autre, hein. Je veux dire, il y avait des gens dans le public, alors quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mon Dieu, vous allez quand même pas découper, tuer le taureau ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose extrêmement... Tout le monde est allé dans une boucherie ou dans un supermarché où vous avez plutôt un monochrome rouge sous cellophane. Mais là, je veux dire, la confrontation entre l'animal vivant et sa nature morte, l'innocence de cet animal qui ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, ça fait un sorte de choc qu'on ressent seulement quand on le vit par l'extérieur en regardant. J'ai pas eu l'impression que le taureau était très angoissé. Alors, en effet, quand on voit les images, on a l'impression d'une forme d'indifférence du taureau. Et naturellement, il y a une projection qu'on fait et qui est impossible à résoudre, c'est de savoir ce qui se passe dans sa tête. On s'identifie un petit peu à ce trajet qui va de la bête à la viande, d'une certaine manière. Mais de ce que vous dites, en fait, le taureau lui-même n'a pas véritablement réagi, beaucoup moins que la foule environnante. Non, je veux dire, il était très extrêmement calme. Il faut dire, bon, moi j'ai pris un animal qui avait l'habitude d'aller au salon de l'agriculture. Alors bon, il savait ce que c'était. Mais c'est ce qui était choquant, c'est que on avait les deux.
je veux dire, il y avait plus de distance quelque part, quoi. Cette sorte de confrontation, c'est choquant. Et en même temps, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Je veux dire, parce que tout ça, c'est assez normal. On connaît ces images. Oui. Par contre, je m'appelle très bien. Après, on est allés dîner tous ensemble, quelques copains, et personne voulait manger de la viande. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, Gloria, c'est que ce type d'œuvre, dans les années 90, évoquait des questions qui peuvent aujourd'hui sembler des grands enjeux et qui le sont devenus depuis quelques années. Mais dans la décennie 90, ce n'était absolument pas une question aussi sensible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je me rappelle même que quand on abordait ce genre de questions, le végétarisme, le véganisme, le destin d'une bête et qu'on faisait preuve d'une certaine sensibilité à la chose, on ne disait pas qu'on était sensible, on disait qu'on était dans une sensiblerie. Donc, dans cette œuvre, il y a aussi quelque chose d'assez prophétique par rapport à nos grandes questions d'aujourd'hui. Oui, dans toute la série des tableaux vivants où j'ai travaillé, si je peux dire travaillé, où j'ai invité des animaux qu'on aime, les chiens, les chats, ou ceux qu'on mange, les bœufs, les cochons, les dindons, euh, toujours en général dans une structure d'art contemporain ou un supermarché ou une banque ou quelque chose comme ça, avec des humains. Alors, ce trio, quelque part, ce qui m'intéressait, c'est parce que, bon, on parlait de l'art vivant. Euh, c'est très, pour moi, l'art, c'est l'art et la vie, c'est la vie. C'est vraiment, et c'est très compliqué de rendre l'art vraiment vivant. Alors, dans les tableaux vivants, le film, déjà, c'est une image. C'est déjà un choix d'image. Vous voyez, c'est déjà travaillé par moi. Donc, par contre, quand les gens étaient là et quand ils regardent et qu'ils sont dans le présent, là, on peut parler de l'art vivant. On partage quelque chose. Est-ce que le tableau vivant, je vais pas reprendre cette expression de performance puisque vous la récusez, est-ce que ce tableau vivant a fait scandale en 94? Est-ce que vous avez eu des réactions courroucées, soit à votre endroit, soit à l'endroit de votre œuvre, soit à l'endroit du boucher qui quand même participe à cette séquence qui est quand même assez étonnante. D'ailleurs, c'était, avant que vous répondiez à la première question, c'était qui ce boucher tout simplement? Mais je suis allée dans plusieurs boucheries, j'ai demandé si je cherchais un boucher. Et bon, celui-là, il était très gentil, il a accepté, j'étais très contente, mais il ne savait pas non plus ce qu'il attendait, parce que bon, j'ai dit, c'est un boucher, il a été jamais dans un musée d'art moderne avec un taureau vivant à côté. C'était pour lui aussi quelque chose de très spécial. Il faut dire aussi qu'après, on voulait donner cette viande, et personne ne la voulait. Ouais. Hein. Là aussi, il y a quelque chose. Non, j'ai pas l'impression que ça faisait scandale. Je sentais que les gens avaient peur. Peur pour la bête, hein, on est bien Oui, d'accord. peur, peur pour la bête, et je pense en même temps peur qu'il y a du sang, peur qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui est absurde, parce que bon, tout le monde a des chaussures en cuir, s'ils sont véganes, mais les gens mangent la viande, tout le monde a mangé une saucisse dans sa vie, quoi. Ça veut dire que on a participé à ce processus. Nous sommes tous Mais, coupables. Je veux mais dire, c'est un peu idiot, quoi. Mais Mais ce qui bon, est horrible, c'est de le voir, en fait. Ce que vous dites, c'est voilà, ça, c'est que c'est la confrontation la immédiate. perspective qu'on pourrait le voir. Voilà, Ouais. ça, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, et ça fait un peu mal. Est-ce que je peux, juste avant qu'on passe à l'œuvre d'après, vous demander si vous avez des nouvelles de ce taureau? Non, moi, j'espère qu'il va Voyez, encore bien, mais ça fait voyez très comment sont les longtemps. artistes, hein? Oui, mais on sait très bien, un taureau, ça vit pas aussi longtemps que nous. Alors bon, ça fait 20 ans, je sais pas. Alors après cette première thématique de la bête à la viande, je voudrais qu'on en vienne au monde sans l'homme ou au transhumanisme avec cette deuxième œuvre que nous avons sous les yeux. Une œuvre qui fait allusion, en tout cas je crois, à un roman post-apocalyptique qui s'appelle en anglais, plus exactement en canadien, Oryx and Crake, et qui a été traduit en français sous le titre du Dernier Homme. C'est un livre de Margaret Atwood. On ne fait pas erreur en considérant que c'est inspiré par ce roman, l'œuvre qu'on a sous les yeux. Non, c'est pas inspiré par elle, mais j'aimais beaucoup ce livre, ça m'a Qui a bien. été un vrai Oui, phénomène de librairie. j'ai pris ce titre parce que j'ai trouvé que c'était très juste pour ça. C'est un roman anticipatif, un peu comme des romans de George Orwell. Et ce qui m'intéressait, parce que moi je m'intéresse aussi au devenir de l'humanité,
Et bon, nous, on utilise tous des ordinateurs de première génération, deuxième génération, troisième génération. Après, on les jette. Est-ce que ça pourrait arriver à l'homme augmenté aussi, qu'à un moment donné, on nous jettera parce qu'on sera un modèle un peu ancien? Je ne sais pas quoi. Bon, là, la représentation est assez simple. C'est deux figures qui représentent un peu un homme et une femme. Euh, on pourrait parler d'Adam et Ève, quoi. Voilà, je veux dire, si on va très en arrière, quoi, avec votre Il y a un image. écran, il y a un écran Dans d'ailleurs la dans le... femme, dans Voilà. la figure féminine, il y a un écran dans le ventre, comme une sorte de bébé qui est en train de grandir. Autour, avec un écran de télévision qui émet en direct les images qui passent à la télévision. Partout autour, il y a des autres téléviseurs qui pendent du plafond avec des crânes de bœuf en dessous, d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, quoi, c'est d'une certaine façon, bon, cette idée de l'homme augmenté. Est-ce que ça va être aussi loin qu'à un moment donné, on va devenir tellement robotique qu'on aura peut-être, je sais pas, on tombera amoureux de la première chose qu'on va voir, comme le petit canard gris de Konrad Lorenz, quoi. Je veux dire, Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est que le petit canari? le petit canard de Konrad Lorenz, c'est le canard, s'il voit la première chose qu'il voit, il pense que c'est sa mère. Et ça, Konrad Lorenz l'a fait. Bon, ben alors il se met à côté, quand l'œuf éclot et le canard le voit, il pense que c'est sa mère, il va lui suivre toute sa vie. Alors, la Il y a télé... aussi le flux Allez-y. des images. Parce que bon, ces images n'arrêtent jamais, quoi. C'est Oui. aussi des sortes d'informations, des images qui nous poursuivent toute la journée maintenant. Parce que bon, voilà, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. C'est des nouvelles éphémères parce qu'une chasse l'autre. Alors si c'est une image de la vidéo, c'est la politique, un film d'amour, tout va bien avec ça d'une certaine façon. Alors, Éric de Chassey le rappelait tout à l'heure, la thématique précise, disons, ce qui émane de cet être vivant à l'échelle nationale pour cette nuit des idées, c'est le mot de métamorphose. Et je me disais au fond que chez vous, Gloria Friedman, ce qui apparaît, c'est cette version contemporaine de la métamorphose qu'est le recyclage. Or, le recyclage a un aspect qui peut être tout à la fois extrêmement positif. On pense à cette idée de lutter contre l'obsolescence des objets en les recyclant. Mais il y a aussi une perspective tragique du recyclage. Quand on voit Oryx Crake, on a l'impression qu'à terme, nous autres organismes vivants qui sommes les humains, sommes voués à nous recycler en machine, à être recyclés en machine, ou alors, processus inverse, que les machines vont être recyclées en humains au prix d'une hybridation qui évidemment fait un peu peur. Je pense que c'est plutôt ce chemin-là, ça va prendre. Mais bon, c'est compliqué aujourd'hui parce que bon, la nature, voilà, elle existe. Et en même temps, la nature avait quelque chose, on disait c'était beau, c'était magnifique, c'était tous les siècles derrière. Mais aujourd'hui, avec les sciences, on sait que chaque pas qu'on fait, premièrement, on nous a tous expliqué, le mystère de la nature n'existe plus d'une certaine façon. Je veux dire, on sait maintenant aujourd'hui un protéine, l'atome, tout est quelque part démystifié. Ça, c'est assez difficile parce que, bon, je veux dire, on préfère plutôt quelque chose un peu plus poétique d'une certaine façon. Ce que moi aussi, je préfère. Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous ne savez plus, mais vous le dites très bien. Oui. Et je pense que oui, cet avenir, c'est un peu un absurdistan. Je veux dire, je sais Alors, pas. juste expliquer ce que c'est que l'absurdistan, puisque c'est une expression que vous utilisez. Oui, oh, l'Absurdistan, j'appelle, c'est un pays que j'ai inventé, quoi. Bon, il y a Pakistan, il y a plein de choses comme ça, et moi j'appelle le monde aujourd'hui, c'est l'Absurdistan, c'est global. Et je pense véritablement que on se détache de beaucoup de choses, et c'est très difficile pour un homme aujourd'hui de trouver sa place. Oui. Alors on voyage partout, on connaît le monde entier, mais est-ce qu'on a encore sa place? Ça, je ne sais pas. Je voudrais pas non plus qu'on tombe tout de suite dans Mmh. quelque chose de trop noir et trop Oui, mais négatif. c'est Dans mmh, cette
œuvre iconique de Rickson Craig, qui a aussi quelque chose d'assez amusant, d'assez touchant, attendrissant. C'est pas simplement qu'une vision prophétique complètement catastrophique. On est bien d'accord avec ça. Tout est possible. Tout est possible avec l'homme, il peut peut-être tout renverser. Il y a une version qui n'est pas tout à fait celle-là, et j'en suis absolument navré, on n'a pas l'image ce soir, mais qui est très proche de l'œuvre, où alors là c'est un individu seul et avec en fait une boule de câblage d'ordinateur, de hardware dans son dos. Est-ce que même si on n'a pas l'image, vous pouvez juste en dire un petit mot, Gloria, parce que j'aime beaucoup cette œuvre. Bah, c'est aussi un homme câblé qui tire derrière lui cette sorte de sphère, cette boule qui est extrêmement, qui est lourde apparemment, mais elle est attachée à lui comme un sorte de prisonnier, quoi. Je veux dire, avec une chaîne, et il peut pas se détacher. Ça veut dire que tout à l'heure j'étais dans le métro et j'ai vu autour de moi tout le monde était avec avec son iPhone, tout le monde regarde les écrans. C'est un, ils sont prisonniers. Tenez, vous savez ce qu'on va faire, puisque c'est la nuit des idées, on est libre de faire ce qu'on veut. Et là, pour le moment, on est très focalisé dans une séance très magistrale, soit sur les intervenants, soit sur les écrans. Vous savez ce qu'on va faire pendant une petite seconde? On va tous regarder les décors peints d'Alexandre Degoff, qui sont dans cet extraordinaire cadre de la salle Labrouste. Allez, juste une petite seconde, regardez-les. Alors, je ne vais pas vous faire le coup des livres qui sont aussi des organismes vivants et puis qui vont s'envoler comme dans Fahrenheit 451, mais je crois qu'il y a un petit peu de ça. On va passer à un troisième thème en abordant la question du vivant dans l'histoire. Gloria, si je vous dis cette phrase, la mort n'est que la dernière nuance de la vie. La mort n'est que la dernière nuance de la vie. Est-ce que vous savez qui l'a écrite? Non. Alors attention, parce que normalement vous êtes censé le savoir. C'est pas vous, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez exposé très récemment. Ah, Monsieur Buffon, bien C'est sûr. Buffon, bravo. C'est une Oui, phrase oui, de, mon cher ami, oui. c'est une phrase de Buffon de 1749. Je la répète parce qu'elle est très jolie. La mort n'est que la dernière nuance de la vie. C'est une phrase donc qui paraît dans l'histoire naturelle de l'homme en 1749. Buffon, qui est à la fois naturaliste, savant, biologiste, mathématicien, philosophe, mais qui est surtout Ingénieur. ingénieur, mais qui est surtout, et c'est ce qui compte le plus, qui est surtout un jardinier, Oui. jardinier du roi. Et alors Buffon, j'ai appris finalement que quelques siècles auparavant, il habite juste à côté de chez vous. Oui, oui, je veux dire, il est né à Montbard, il est revenu à Montbard, il a toujours sa musique. Montbard, il faut le préciser, c'est en C'est- Bourgogne, c'est C'est la en Côte d'Or. Hein. Bourgogne, et là, il y a une gare TGV. Ça veut dire quand je sors de mon petit village pour prendre, par exemple cet après-midi, pour venir ici, je m'arrête à cette gare et il y a la statue de Monsieur Buffon. Et chaque fois, je lui dis bonjour Monsieur Buffon, rebonjour Monsieur Buffon. Et avec tous ces bonjours, je me suis dit un jour que, comme il y a un musée Buffon à Montbard, je me suis dit ce sera quand même bien de rentrer dans une conversation avec lui, si c'est possible, quoi. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit alors avec Buffon? C'est compliqué de parler avec lui parce qu'il est plus là, quoi. Bon, alors c'est moi je me suis adressée à lui. D'ailleurs, au début de l'exposition, j'ai accroché une lettre que je lui ai adressée. Qui est reproduite dans le catalogue et qui est une très belle lettre. Bah, je veux dire, ce qui est bon, Buffon, c'était 3 siècles avant moi. Lui, la nature, il la voyait comment? Pour lui, la nature, c'était parfait et la perfection, c'était la nature. D'ailleurs, les hommes, il les trouvait plutôt laids, d'une certaine façon. Mais il n'a jamais entendu parler de l'Anthropocène, des pluies acides, des gaz à effet de serre. Voilà, lui, c'était quelqu'un qui classait, qui analysait. Il n'a pas tellement voyagé Qui d'ailleurs. observait aussi beaucoup. Il observait. Et pour lui, c'était un monde parfait. Alors qu'est-ce que vous avez fait, vous, Gloria, avec Buffon, en sa maison, en son musée? Bah, je suis rentrée dans une conversation avec lui, bien sûr, quelque part, c'est moi qui parlais et lui, il subissait, si je peux dire comme ça. Mais j'aimais, j'ai trouvé que c'était important pour les gens qui venaient de voir cette sorte de distance qu'on a, je veux dire, oui, le cheminement qu'a pris euh, notre, notre vie en face de la nature.
cette nature analysée aujourd'hui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quoi. Mais c'est aussi que, bon, moi, je veux dire, lui, c'était sa science, elle était horizontale, comme on évoquait. Je veux dire, il touchait un peu à tout. Aujourd'hui, moi, je suis confrontée à quelque chose de beaucoup, avec la science très Très verticale. vertical. Hein, je veux Ouais. dire, on est toujours dans quelque chose où on essaie de trouver le plus petit mécanisme de quelque. Voilà. Et Alors, je ne sais pas enfin, vous le savez sans doute, mais hum, au sujet du plus petit, Buffon donc, observait, classait, mais il hiérarchisait quand même un petit peu, et ce qui était trop petit ne l'intéressait pas beaucoup. Par exemple, il ne s'intéresse pas aux insectes, il ne s'intéresse pas aux mouches, mais il s'intéresse beaucoup aux chiens, aux chats. oui, il a vécu avec une guénon, Oui, oui, pendant une certaine époque. Et c'est aussi, il a fait les premiers jardins à Montbard participatifs, oui, c'est-à-dire que tout le monde pouvait cueillir les fruits. C'était très en avance de son temps. oui, C'est-à-dire, il a fait des choses très bien. Après, il avait des fois des théories qui sont très liées à la religion. Je veux bien dire, il sûr, était très lié à ça. C'est une autre époque. bien sûr, bien Hein. sûr. Et Est-ce bon, que il a fait une carrière aussi, quoi. Gloria, juste, est-ce qu'on peut au moins commenter une œuvre, une que j'aime particulièrement, d'ailleurs qui n'avait pas été présentée pour la première fois à Montbard, qui est celle du singe qui se regarde dans un miroir. Oui, ah oui, ça s'appelle Toi et moi. Euh, Bon, j'évoque à nouveau cette idée du vivant dans l'art. C'est très compliqué. Moi, j'utilise souvent, pour parler du vivant, des animaux naturalisés. Dans ce cas-là, c'est un petit singe capucin qui se regarde dans un miroir. Il se gratte un peu la tête, c'est assez amusant. Et quand on regarde cette œuvre, on se voit soi-même en même temps dans le miroir. Alors, c'est ce qui fait que ça devient vivant, c'est surtout que ces singes, les animaux naturalisés, ils ont des yeux en, en verre, mais il y a un regard quelque part. Ça, c'est assez étrange, quoi. Vous voyez, il y a un regard. Et, et- et nous, on imagine alors qu'ils sont quelque part, il y a une sorte de vie qui est fausse, mais bon. Et c'est ce qui rend l'œuvre vivante. Quand on se voit soi-même dedans, on participe. Ça le rend vivant parce que je veux dire, voilà, on est en face on est, c'est pas le chaînon manquant, mais bon, aujourd'hui, on sait que l'homme est un animal parmi d'autres. Hein. Ça, Buffon ne le savait pas, il a complètement refusé ça. Oui. Je voudrais qu'on aborde un quatrième thème qui est, je dirais, l'élégie écologique, qui est très présente chez Gloria Friedman, à travers une œuvre de 1995 qui s'appelle L'Envoyé spécial, œuvre très étonnante où l'on voit donc un cerf naturalisé qui brame, mais qui est sur un immense paquet de journaux usés, recyclés, en tout cas recyclés en socle en l'occurrence. Je me suis demandé si c'était pas un cri d'alarme contre l'état des médias et de la presse, mais je vous laisse y répondre. Bah, il y a plusieurs lectures, parce que bon, en soi, c'est une sculpture extrêmement classique. Il y a le socle et la figure dessus. Après, bon, le biotope dont vient le cerf, c'est la forêt, c'est le bois, ça donne du papier, ça donne le support pour toutes les images éphémères qui viennent tous les jours et qui sont jetées. Voilà, on sait très bien, un journal d'un jour, c'est déjà oublié le lendemain. Mais ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'est la distance. Je veux dire, il y a une énorme distance entre ce cerf qui brame muet et, et ces journaux qui nous concernent, avec nos nouvelles, nos politiques, voilà, les publicités, tout ce qu'on achète, etc. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ça que j'ai voulu, cette sorte de distance qui était important pour moi. Gloria, vous connaissez d'autres œuvres dans l'histoire de l'art avec des cerfs qui brament muets, comme vous dites? Bah oui, on peut parler de Courbet. De Courbet, Voilà. évidemment. Oui. On va mettre en regard votre œuvre avec une œuvre célèbre de Courbet, Le Cerf forcé, une œuvre absolument magnifique. Courbet disait une chose: faire de l'art vivant, tel est mon but. C'est dans son manifeste, qui n'est pas tout à fait un manifeste, c'est pas grave, du réalisme de 1855. Comment est-ce que vous réagissez à ce projet, ce programme, faire de l'art vivant, tel est mon but?
On essaye. Moi, je pense qu'on essaye. Bon, concernant ce tableau-là, c'est vraiment, ça, c'est un tableau très dramatique. Il y a un drame là, je veux dire, cette sorte de étendue gigantesque, et ce cerf solitaire. Et je pense qu'au fond, il y a quelques chiens, il y a une sorte de Ah, meute de chiens. je vous confirme qu'il est mal embarqué. Voilà. Bon, mais là, c'est dramatique. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas tellement dramatique. C'est une question euh, entre la nature et l'humain, la distance que nous avons. Lui, il est au cœur de l'animal. Moi, je Vous me avez mets raison. entre l'humanité et Vous l'animalité. avez raison. Vous avez Hum, raison. Ceci étant, Courbet, je crois, travaille ces scènes de chasse avec une réelle empathie pour les animaux qu'il peint et avec l'idée d'une projection. Et évidemment, ce serait sans doute forcé de le trait de penser qu'il y a chez lui l'idée d'un destin animal de l'être humain. Ceci étant, c'est contemporain tout ça, des travaux de Darwin, 1859, l'essai sur l'évolution des espèces, avec donc ce grand choc qui consiste à repenser les catégories de façon beaucoup plus fusionnelle, hum. et à prendre conscience que l'être humain n'est qu'une espèce parmi d'autres dans ce grand ensemble du vivant. Oui, mais c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, Courbet, c'était un chasseur aussi, hein. Excellent Oui, chasseur. On disait oui, même de lui qu'il était oui. chasseur Il a autant que chassé beaucoup peintre. de loups, d'ailleurs. Mais c'est certain, l'homme est un animal parmi d'autres, mais aujourd'hui, on peut se demander la question, est-ce que c'est un animal dénaturé? Est-ce qu'on n'est pas... C'est ce que vous dites. Vous dites qu'on est plus un animal de culture que de nature. oui, je veux dire, bien sûr, on est nature, parce que, bon, le mot nature, c'est latin. Moi, je préfère physis, ou une pierre, un arbre, l'eau, un animal, un humain. Ça fait partie du même biotope. On est dans le même univers. Je trouve que ce sera beaucoup plus juste aujourd'hui de parler comme ça, parce que ça nous placerait pas en compétition, pas en dominant, mais en participant de la même chose. Euh, oui. Je voudrais qu'on regarde ensemble une image de Claude Monet, enfin une image, un tableau, excusez-moi, qui était à l'origine d'ailleurs qui était destiné à être un décor. Ce sont des dindons. Alors si je montre des dindons, c'est parce que, vous le savez certainement, je vois le public qui est, je crois, très coutumier de la basse-cour, et le dindon est un animal qui se domestique très facilement. Et donc qui est très discipliné, très agréable, parce qu'il est bien, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il est bien élevé. Et c'est donc devant des dindons que, pour quelques minutes, je voudrais donner la parole à la salle pour faire les remarques ou poser les questions qu'elle veut. On reprendra la parole après pour un mot de conclusion. Oui, Nicolas. Alors c'est une question par SMS. Donc une question qu'on a reçue par SMS, que je vais vous lire tout de suite. Alors bonjour, finalement votre travail, est-ce un travail sur le vivant ou sur la mort? Sur le vivant ou Ou sur... sur la mort, au final. Est-ce que c'est un travail sur le vivant ou sur la mort? Vous me direz, Gloria, je pense que c'est très lié, mais c'est une très bonne question. Bah, dès qu'on est né, on s'approche, on va vers la mort, quoi. Ça, les deux sont extrêmement liés. Là, on peut rien faire. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment difficile de, de, de- de s'exprimer avec un art qui est vivant. Alors, pour parler de la vie, c'est vrai, je suis beaucoup dans la nature morte, parce qu'elle me permet de parler de quelque chose qui est vivant, parce que c'est statique, parce que finalement, ça devient un peu aussi un ready-made, quoi. Hein. Le cerf, c'est presque un ready-made, d'une certaine façon. C'est pas seulement un animal naturalisé, et j'utilise tel quel. C'est vrai, bon, je trouve que dans mon travail, il y a beaucoup de morts, d'une certaine Absolument. façon. Bon, Et euh, ça j'irais me même, préoccupe. j'irais même un petit peu plus loin, Gloria. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs un des grands enjeux aussi politiques de votre travail. C'est que la mort, qui est un des grands sujets tabous de notre temps, parce que dans une société matérialiste, positiviste, elle apparaît comme un véritable scandale, comme d'autres artistes d'ailleurs. Vous n'êtes pas la seule, mais vous la dévoilez et vous rendez visible
un des grands tabous actuels? Oui, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde veut avoir la vie éternelle, quoi. Bon, on en parle beaucoup Pas maintenant. moi, mais C'est pas moi non certainement plus pas. d'ailleurs. C'est bon. Je préfère qu'à un moment donné, ça s'arrête, même si je ne sais pas ce que ça sera après, parce que bon, avec les tabous du paradis et tout ça, quoi, bon, on ne sait pas très bien. Euh, oui, certainement, je pense que probablement, ça c'est très personnel maintenant. Je me prépare à ma mort en parlant de la mort, d'une certaine façon. J'essaie d'une certaine façon oui, de me préparer à ça aussi. Je crois qu'on est Hein, très nombreux, en effet, à hein, conjurer ce oui. triste destin en procédant ainsi. Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres questions Une par, réaction, par le biais du numérique? par SMS toujours, qui est plus une... Ça veut dire que c'est le cousin de Nicolas Alpache, en fait, qui lui envoie des Exactement. SMS. qui est très actif. Non, non. Une question qui nous est arrivée par SMS, qui vous est adressée encore une fois. Vous souhaitez vous métamorphoser en chêne, mais la personne vous dit, saviez-vous que des entreprises funéraires proposent précisément de vous transformer en arbre après votre mort? Ah, très joli. Alors, je redis la remarque. Gloria Friedman, au moment où on lui demandait en quoi elle voudrait être métamorphosée, avait dit en chêne. Et notre camarade fait remarquer qu'en effet, toute société de pompes funèbres en fait, propose à celui qui va mourir bel et bien d'être transformé en arbre. C'est le fait Ah oui, 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 il y a ça. de se retrouver Oui, dans mais un petit placard en bois. oui, 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 c'est très bien vu, je vais pas penser. Mais il y a une autre façon, alors, parce que je suis bourguignonne maintenant, même si je suis une bavaroise, qui a bu beaucoup de bière, maintenant je bois beaucoup de vin. Et les tonneaux des bons vins sont faits en chêne. Alors moi, je préfère que si je suis un arbre, je finirai chez un tonnelier qui ferait et après, je ferai un container pour du très bon vin. Alors, je n'osais pas d'ailleurs tout à l'heure, sur le plan psychanalytique, dire à quoi correspond l'endroit où vous avez exposé, mais dire que vous exposez à Montbard, et donc que vous allez à Montbard, c'est, je crois, aussi un tropisme de l'ivresse qui compte beaucoup. Bon, laissez tomber, c'était très mauvais. Oui, alors d'autres questions? Non. Alors écoutez, on va conclure avec, je crois, trois éléments très simples. Le premier, il s'agit de dire qu'avec Gloria Friedman, il faut décentrer le regard, essayer d'adapter son point de vue pour qu'il corresponde aux rainures des espèces qui nous entourent. La deuxième chose, c'est qu'il faut, je crois, cesser d'interroger tout comme le veut la novlangue de l'art et à présent observer parce que observer, c'est connaître. Et puis la troisième chose, je pense, c'est de méditer cette phrase de René Char, la vie aime la conscience qu'on a d'elle. Gloria et moi vous souhaitons une bonne nuit, des idées bien sûr. Voilà, merci.